Et bien maintenant, on va parler des hommes et des femmes, évidemment, ou des femmes et des hommes, en tout cas de l'aspect humain de votre métier. Et je vais demander aux 3 intervenants de la table ronde suivante de venir me rejoindre, à savoir Albert Meige, Emmanuel Barbara et Raphaël Franklin, que vous allez applaudir pour leur donner du courage. Ils n'en ont pas besoin, mais c'est pas grave. Venez vous installer près de moi. Alors, je vous le présente. Albert Meige est un type étonnant. Il est président-directeur général de Pressens. Pressens qui se présente comme le spécialiste français de l'open innovation industrielle. Vous n'avez pas compris ce que c'était. C'est normal, c'est fait pour ça. Emmanuel Barbara, avocate spécialiste en droit du travail au grand cabinet Auguste et Debouzy. Et puis Raphaël Franklin, vous la connaissez évidemment, directrice générale de l'OPCA Transport et Services, l'organisme de formation du secteur. Alors on va commencer par une keynote. D'Albert Meige. Une keynote, on la veut, en format TEDx. Qu'est-ce que c'est que le format TEDx? Eh bien, c'est un truc qui nous vient d'Amérique, qui ont inventé un truc formidable. C'est en fait un exposé qui, normalement, n'est pas trop chiant. Et donc, on va vous laisser faire Albert Meige en vous souhaitant bon courage. On vous a demandé de nous donner votre vision de l'avenir et des mutations que vont engendrer le digital dans notre secteur d'activité. Très bien, donc je me lève, bonjour. Alors on se lève, on bouge, voilà. Voilà, on peut danser un petit peu sur les chaises. Alors, comment dire Je ne savais pas que c'était le format TEDx. Donc je vais essayer de me tenir aux 12 minutes du format TEDx, mais le format n'est pas vraiment TEDx. Moi, ce que je voulais... Vous savez, les minutes, hein, vu le temps qu'ils nous ont fait perdre avec les pauses, ils ne vont pas venir... Non, mais on va faire ça en 14 minutes, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc moi, je voulais vous parler un petit peu de ce que je vois dans d'autres secteurs, et je vais essayer de raccrocher un petit peu les wagons avec le transport routier. Je voudrais commencer avec un petit sondage. Qui parmi vous connaît Booking.com ? Booking.com, ou qui utilise Booking.com? Levez la main que je vois. Bon, on va dire à peu près 3 quarts des personnes, peut-être. Maintenant, soyez honnêtes, deuxième question, qui connaissait Booking il y a 5 ans? Donc, on a quelques personnes qui étaient des early adopters par là au fond. Donc, Booking.com, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de comparaison de prix de chambre d'hôtel et puis de réservation de chambre d'hôtel. Alors, ce qui est intéressant avec Booking.com, c'est un exemple qui va parler à tout le monde. La proposition de valeur de Booking, quand ils sont arrivés sur le marché, la proposition de valeur pour les hôtels, c'était « Je vais vous apporter des nouvelles sources de revenus. Même si vous avez une chambre d'hôte qui est perdue au fin fond du Jura, dont je suis issu, eh bien, je vais pouvoir vous envoyer des personnes, des touristes par exemple, y compris de l'autre bout de la planète, d'Australie par exemple. Donc ça, c'était la proposition de valeur pour les hôtels. Donc là, bien sûr, les hôtels se sont frottés les mains, parce que nouvelle source de revenus. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, comme on vient de le démontrer avec le petit sondage, Booking.com est devenu une sorte de hub, un endroit incontournable sur lesquels les hôtels doivent être présents, parce que c'est là que les réservations se passent aujourd'hui, et ça va être de plus en plus le cas. Et bien sûr, pour être présent sur Booking, les hôtels doivent payer, et comme tous les autres hôtels sont présents aussi sur Booking, eh ben, si vous voulez être visible, il faut payer un petit peu plus que les autres. Et puis, chaque fois que je réserve une chambre d'hôtel sur Booking, eh ben, il y a une partie de la transaction qui va dans la poche de Booking à travers mince, comment ça s'appelle commission, merci. C'est la 3e conf que je donne à la journée, je commence à être un peu fatigué. Bref. Et puis par ailleurs, Booking.com, comme la majorité des réservations de chambres d'hôtel aujourd'hui se font sur la plateforme, ils collectent énormément de données, et grâce à ces données, ils font du big data. Et puis, c'est Booking qui est le mieux placé aujourd'hui pour faire de la prédiction quant au prix par rapport à un endroit donné et à une date donnée. Et donc aujourd'hui, non seulement Booking.com est l'endroit où vous réservez les chambres d'hôtel, mais en plus, Booking impose des prix aux chaînes d'hôtels. Et donc, en quelques années, Booking.com a capturé la relation client qui était autrefois détenue par les hôtels, a capturé cette relation client et au passage a capturé une bonne partie des marges.
Et ça, c'est un exemple que je trouve très intéressant et qui illustre très très bien les stratégies qui sont mises en œuvre par les acteurs du numérique depuis une quinzaine d'années et qui regardent toutes les chaînes de valeur, les unes après les autres. Ça a commencé il y a 15 ans avec la musique, aujourd'hui c'est la banque, c'est l'assurance, c'est le transport, etc., etc. Donc ils regardent les chaînes de valeur, ils regardent où les marges se font, ils s'insèrent dans cette chaîne de valeur le plus près possible de l'utilisateur final, ils capturent la relation client et au passage ils capturent une bonne partie des marges. Deuxième petit exemple. Alors, on reste toujours dans un business en B2C. Cette fois-ci, on est avec Apple. J'imagine que pas mal d'entre vous ont un iPhone dans la poche. Et vous savez qu'il y a une grande partie de la valeur de l'iPhone qui n'est pas dans le device lui-même, mais qui est dans les applications. Exactement, monsieur. Et ces applications permettent de répondre à peu près à tout et à n'importe quoi, et d'ailleurs souvent à n'importe quoi. Bref. Et Apple, il y a une dizaine d'années, quand ils ont introduit l'iPhone, aurait très bien pu se dire je vais développer moi-même des applications pour tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Ils ont mis en place un environnement de développement, une plateforme, pas le même type de plateforme dont je parlais juste avant, c'est une plateforme d'infrastructure, si vous voulez, qui permet à des personnes qui ne travaillent pas chez Apple de développer des applications pour Apple et de les commercialiser à travers cette plateforme. Donc une plateforme d'infrastructure qui permet de mobiliser un écosystème externe pour créer de la valeur et bien sûr, Apple capture une partie de cette valeur. Donc vous voyez, dans le premier exemple de Booking.com, j'étais sur un certain type de stratégie de plateforme. Là, je parle d'un autre type de stratégie de plateforme d'infrastructure. Troisième exemple. Et là, je commence à me rapprocher un petit peu du métier de votre métier. Qui parmi vous connaît cette start-up française? Trusk. Une personne. Alors, je vous raconte une petite anecdote. Il y a quelques mois maintenant, j'ai trouvé une armoire métallique, un ancien casier dans la rue. J'aime bien retaper ce genre de truc pour mettre dans mon appart, ça fait un look un peu industriel, sympa. Enfin bon, bref, je le trouve dans la rue, je le ramène à mon bureau, c'était juste à côté de mon bureau. Et la question s'est posée, comment je le ramène chez moi? Le truc, il est super lourd, c'est encombrant, j'ai pas de voiture. Et je me dis, mais ce serait bien s'il y avait un Uber, mais du transport, un Uber avec des camionnettes, si vous voulez. Et en fait, figurez-vous que ça existe. Et il y a plusieurs plateformes, dont Trusk. Alors Trusk, c'est comme Uber. Vous avez une camionnette et un chauffeur qui vous aide à transporter le bazar. Donc c'est un autre exemple ici. On parlait de concurrence peut-être déloyale, je ne sais pas, ça c'est pas à moi de juger. Mais ça fait partie du genre d'acteur qui est en train d'arriver sur vos plates-bandes. Donc là, encore une fois, stratégie de plateforme. Et cette fois-ci, c'est une plateforme qui va être un petit peu similaire à celle de Booking.com. Ah non, pardon, excusez-moi. C'est pas tout à fait pareil. L'idée ici, c'est qu'il y a une demande latente, donc des gens qui ont envie de transporter des objets volumineux, lourds, etc. Et puis une offre latente, des gens qui ont des camionnettes, qui sont d'ailleurs, dans le cas de Trusk, des professionnels. Et il n'y avait rien qui permettait de connecter ces deux mondes. Et grâce à cette plateforme, le numérique permet d'organiser cette chaîne de valeur. Mais ça crée, pour les business traditionnels existants, bien sûr, une certaine concurrence. Autre exemple, cette fois-ci, je vais passer dans le domaine du B2B. Et puis, je vous ai mis la mission de l'entreprise qui est représentée ici. Et sa mission, je vous la lis, c'est accélérer la transition vers un monde énergétiquement durable. À votre avis, de quelle entreprise est-ce qu'il s'agit ? Oui, c'est ça. Donc, ça a été dit au premier rang. Ça pourrait être pas mal. Hein. Ça pourrait être quoi ? Il pourrait y en avoir beaucoup. Hein, oui, il pourrait y en avoir beaucoup. Tous les bons mots y sont, quand même. Oui. Hein. Alors, Olivier, à votre avis ? Donc, je dirais qu'on va chercher genre Total ou un truc comme ça ? Non, c'est pas Total. Ça, effectivement, ça aurait pu. J'étais chez eux juste avant, d'ailleurs. C'est la semaine de on avait un monsieur de Total qui était ici. Vous auriez pu... On va avoir une appli qui échangerait les... Non, donc, en fait, cette entreprise, c'est Tesla. Alors, non, mais c'est un peu marrant parce que moi, je croyais, et j'imagine que vous aussi, que Tesla vendait des bagnoles. Et pourtant, leur mission, c'est pas de vendre des bagnoles, c'est d'accélérer la transition vers un monde énergétiquement
durable. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant dans cet exemple, c'est qu'il illustre assez bien, en fait, toutes ces entreprises du Nouveau Monde, parce que Tesla, ça a moins de 10 ans, ces entreprises du Nouveau Monde ont toutes des missions qui sont extrêmement inspirantes, aspirationnelles, qui parlent un peu aux tripes. Et la raison, c'est que, là encore, Tesla implémente une certaine stratégie de plateforme, et notamment sur la partie logicielle, application qui concerne la Tesla. Ils développent une partie de l'application eux-mêmes, mais ils ont aussi un environnement de développement qui permet à un écosystème extérieur de développer des applications pour la Tesla. Et le truc, c'est que tous ces développeurs ou cet écosystème externe n'ont pas de lien hiérarchique avec l'organisation de Tesla. Et pourtant, cet écosystème, Tesla a envie de le faire avancer dans une certaine direction donnée. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces entreprises du Nouveau Monde ont ces missions inspirantes qui donnent envie de sauver la planète, etc. Le même Elon Musk, le gars qui fait des lanceurs de satellites, donc le même gars qui est derrière Tesla, la mission de SpaceX, c'est pas de faire des lanceurs pour les satellites, c'est de sauver l'espèce humaine. Enfin, c'est rien que ça. Il veut faire de l'espèce humaine une espèce multiplanète, etc. Donc ils ont tous des missions extrêmement inspirantes pour mobiliser un écosystème externe. Dernier exemple rapidement, avant que je vous donne un petit peu la synthèse de ce que j'avais envie de vous dire à travers cette keynote. Cette fois-ci, on est du côté de General Electric. Pardon. Alors, General Electric, comme j'imagine vous le savez, font pas mal d'équipements, notamment de l'équipement industriel, de l'équipement médical, etc. Et tous ces équipements, ils sont bardés de capteurs. Ces capteurs génèrent des tonnes et des tonnes de données. Et avec ces données, à coup de big data, à coup d'intelligence artificielle, on peut créer de la valeur. On peut faire de l'excellence opérationnelle, on peut faire de la maintenance prédictive, etc., etc. Et General Electric, quand ils ont amorcé leur transformation digitale il y a quelques années, aurait très bien pu se dire je vais moi-même développer ces applications à vocation industrielle pour répondre à tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont adopté le même genre de stratégies qui sont issues du monde numérique, mais dans un cadre industriel. Et General Electric a mis en place une plateforme qui s'appelle Predix, et Predix est le premier environnement de développement au sens informatique, pour faire des applications industrielles. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que toutes les stratégies qu'on a vu mettre en œuvre depuis une quinzaine d'années dans le domaine du digital B2C sont en train de passer dans les secteurs plus traditionnels tels que l'industriel. Predix, c'est 5 milliards d'investissements pour ce qui concerne leur transformation numérique. Donc, c'est extrêmement important. Voilà. Donc maintenant, simplement pour conclure, j'aimerais partager avec vous un petit peu ma perception de l'environnement des entreprises aujourd'hui. Je pense qu'il y a 4 types d'entreprises qui coexistent, très très schématiquement. Il y a les premières entreprises qui sont en orange là-haut derrière moi, sont les entreprises, on va dire, traditionnelles, qui sont issues de la première révolution industrielle, qui ont un certain nombre de caractéristiques en termes d'organisation, de type de stratégie, de façon de travailler, etc. Ensuite, depuis 15 ans, il y a les entreprises du numérique, les Google, les Facebook, etc., etc. Booking, dont je parlais tout à l'heure, qui ont des caractéristiques qui sont différentes en termes d'organisation, de façon de travailler, d'outils qu'elles utilisent, etc., très différentes des entreprises de l'ancien monde. Ensuite, il y a celles que j'ai appelées digital-like ici. Ce sont des entreprises industrielles, cette fois, mais qui ont des caractéristiques qui ressemblent à celles du numérique. Tesla, dont je parlais à l'instant, partage plein de caractéristiques avec les entreprises du numérique. Et c'est le cas de pas mal d'entreprises qui sont apparues, on va dire, il y a moins de 10 ans. Et puis enfin, dernière catégorie, ce sont les entreprises de l'ancien monde, et là c'est l'exemple de General Electric que je reprends, qui avaient une organisation et des façons de faire, on va dire, assez traditionnelles, et qui, dans le cadre de leur transformation, sont en train d'adopter ces nouvelles caractéristiques. Et ces caractéristiques, je vais vous en donner quelques-unes, parce qu'il y en a qui sont vraiment très très importantes, et en particulier quand il s'agira, parce que vous allez réinventer votre métier. Il y a une nouvelle concurrence qui arrive et il va falloir s'adapter. C'est inévitable. Ça s'est vu dans toutes les chaînes de valeur, les unes après les autres, et donc ça arrive chez vous et il va falloir s'adapter. Donc déjà, toutes ces entreprises, elles sont
elles sont orientées utilisateur client final. C'est-à-dire on ne pense pas produit, on pense expérience intégrée. Dans l'exemple tout à l'heure que je vous ai donné à propos de Trust, moi ce que je voulais, ce n'était pas louer une camionnette. Je voulais une camionnette que je puisse réserver en 2 clics avec quelqu'un qui puisse m'aider à monter le meuble. Donc il faut penser expérience utilisateur complètement intégrée. C'est un point qui est ultra important. 2, toutes ces entreprises du Nouveau Monde utilisent énormément le numérique. Alors ça ne veut pas dire que votre business va devenir numérique. Ça veut simplement dire que grâce au numérique, on peut gagner en efficience. Donc on parle dans le secteur industriel d'Industrie 4.0. Là, je suis sur un registre excellence opérationnelle. Enfin pas enfin d'ailleurs, j'en ai 2 autres. Stratégie de plateforme. J'ai parlé à plusieurs fois de stratégie de plateforme et j'aurai un dernier slide après qui va vous donner un petit peu les différents types de stratégies de plateforme qui existent. Encore un point important, c'est le travail à la demande. Alors ça, c'est peut-être un petit peu moins pertinent par rapport à votre profession, mais on le constate dans les grandes entreprises qui sont apparues. Ces entreprises sont de plus en plus orientées projet, et dans le cadre de ces projets, on mobilise à la fois des talents issus de l'intérieur de l'entreprise, mais de plus en plus aussi des talents qu'on va recruter pendant la durée du projet. Et d'une certaine manière, on va vers une sorte, ça fait un peu tarte à la crème, mais d'uberisation des métiers de l'entreprise. Ça, on va en reparler, vous savez, mon petit ami, là, parce que là... Avec plaisir. Et puis enfin, c'est cette notion de mission aspirationnelle dont je parlais tout à l'heure, et qui est très étroitement liée aux stratégies de plateforme et aux talents à la demande. Dans la mesure où on veut faire avancer un écosystème avec lequel on n'a pas de lien contractuel, comment est-ce qu'on donne la direction et le mouvement d'ensemble? Je pensais que j'avais un slide sur les stratégies de plateforme, mais en fait non. Donc je vais passer à ma conclusion, et puis s'il y a des questions sur les différents types de stratégies de plateforme, je pourrai y répondre après. Donc moi, pour conclure, je vois le numérique comme un pharmacone. Alors, si vous avez quelques restes de philo de la terminale, le pharmacone, c'est quelque chose qui Moi, j'en ai pas, voilà. Donc, allez-y, parce que... D'accord. Alors, pour Olivier uniquement. Le pharmacone, c'est quelque chose qui est à la fois un poison et un remède. Donc, le digital, c'est la tendance Vous voulez parler de mitridatisation? Peut-être. Ouais. Vous n'avez pas de souvenir de biologie? Si. Alors, comment ça s'appelle, ça? C'est-à-dire que vous prenez un poison à très petite dose et que ça finit par vous protéger. Ah, d'accord. C'est le système du vaccin, oui. Et ça a été découvert avec Mithridate. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous rappeler qui est Mithridate, ce roi. Je le sais, bien entendu. 4e millénaire avant notre ère. Enfin bon. Donc, on est effectivement sur le même genre d'idée. Donc, c'est à la fois la tendance disruptive qui arrive et qui vient vous bousculer, puis changer un petit peu les règles du jeu qui étaient établies depuis pas mal de temps. Et puis, c'est aussi l'outil par lequel vous pouvez vous transformer. Dans un premier temps, en termes d'excellence opérationnelle, c'est là-dessus que le digital permet aux entreprises de gagner en performance dans un premier temps, puis ensuite, peut-être sur des nouveaux services, nouveaux produits, etc. Ensuite, alors ça, j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre. Je pense que nous allons vers des nouvelles formes organisationnelles. La notion d'entreprise, c'est quelque chose c'est un concept qui est assez récent en fait. Ça date de la première révolution industrielle, qui a été créée dans un certain contexte pour répondre à un certain nombre de besoins. Parce qu'avant la première révolution industrielle, il n'y avait pas de contrat de travail. On parlait de louage de compétences. Donc c'était un monde de freelance, si vous voulez. Et je pense que la notion d'entreprise telle qu'on l'a connue depuis 150 ans est en train de profondément changer. Je parle d'organisation ouverte. Et je pense qu'on retourne, c'est mon dernier point, notamment grâce aux stratégies de plateforme, on retourne d'une certaine manière à un monde de freelance, mais avec un petit arrière-goût de numérique. Voilà, c'était la petite keynote. Des familles. Applaudissements, enfin, attendez. Qu'est-ce que vous attendez? Venez, asseyez-vous.
Asseyez-vous, Albert Mège. Merci beaucoup de nous avoir comme ça fait tutoyer un peu les anges et sorti un peu de notre contexte, pas terre à terre, mais route à route, évidemment, dans ce congrès. Peut-être un petit mot de commentaire avant qu'on rentre dans le vif du sujet de ce que nous venons ce à quoi nous venons d'assister, ce que nous venons d'entendre. Emmanuelle Barbara. Bonjour. C'est magnifique, hein. C'est le nouveau monde, c'est celui qui est en train de surgir sous nos yeux, là, à mesure. Donc on en prend conscience en le mettant bout à bout. Et moi, ce qui m'intéresse de manière passionnée, c'est ce qui se passe dans mon secteur à moi, qui est celui des organisations, et notamment l'organisation du travail. Et il ne vous aura pas échappé que c'est un sujet tendance aujourd'hui, et qu'à l'évidence, bon an, mal an, et dans le fond, en tâtonnant, on tente de donner à la notion de ce que travailler veut dire, et j'en suis même là, hein, je ne parle pas du contrat de travail, je m'interroge sur ce que travailler veut dire, et littéralement remise en cause par, d'une part, la plateformisation, la numérisation, enfin, comme vous l'avez indiqué, et surtout, lorsque vous parlez des organisations, ou plutôt des projets aspirationnels, je dirais tout simplement des aspirations individuelles de notre jeunesse, et même de nous autres, c'est-à-dire notre impatience au bout des doigts, notre vision du monde, le sens et l'engagement. Et tout ceci caractérise un nouveau produit, je parlais de l'humain, qui ne ressemble pas aux produits qu'on a pu avoir à traiter ou qu'on a connus au XXe siècle, et dont moi j'ai été un produit comme vous autres il y a fort longtemps, au siècle dernier on peut dire. Et aujourd'hui on est dans un contexte où à l'évidence on a un outil, le mien, mon code du travail, bien épais, bien obèse, totalement inadéquat à la chose, parce qu'il ne fait pas face aux évolutions que vous indiquez. Sinon que peut-être, comment dirais-je, l'impulsion qui vient d'être donnée au travers de ce que l'on appelle les ordonnances Macron, est-ce qu'elle peut-être elle laisse une petite place au surgissement de ce que j'appelle moi le nouveau personnage archétypal du XXIe siècle, ça c'est pour faire chic, archétypal. Oui, j'ai bien noté, le XXe siècle ça n'est pas chic. Hein, non, donc, ça hélas on connaît, c'est ce travailleur doté affublé d'un petit nom très laid qui est l'auto-entrepreneur, hein, ça fait un peu Minitel. Cet auto-entrepreneur caractérisant à soi tout seul, dans une figure plus jolie, appréhendée sous forme de start-up, et là c'est la figure lumineuse de la TPE, qui fait un peu loser, un peu 20e siècle, eh bien ces personnages-là caractérisent soit l'avenir, soit un retour au travail tâcheron, etc., d'avant l'organisation. Journalier, là on est au 19e siècle. Production. Et je voulais souligner un point, vous avez dit un mot qui m'a fait évidemment bondir en moi-même, enfin bondir au sens positif du terme, c'est que vous avez évoqué, vous avez indiqué tout simplement quelque chose d'une véracité extrême, qui est qu'il n'y a plus d'hiérarchie. Enfin, vous dites ça au sujet de Tesla en disant, oui, dans le fond, tout ça, tous ces gens s'organisent de manière collaborative en vue d'être aspirés par un projet sans plus de lien hiérarchique. Et vous savez ce qu'il y a de marrant, c'est que moi, mon quotidien matin, midi et soir, pour caractériser ou pas l'existence d'un salarié, c'est précisément le lien de subordination, comment dirais-je, apprécié à l'aune des caractéristiques classiques de la hiérarchie, un peu façon Louis de Funès, hein, c'est-à-dire le directeur qui houspille le gars du dessous, qui houspille jusqu'au malheureux. Y compris dans l'univers du salariat, ce lien-là, ce lien hiérarchique est en train de prendre un coup dans l'aile, parce qu'on s'est rendu compte que l'innovation, l'engagement, le sens, tout ça implique de lâcher la bride au sens propre du terme. Et donc ma thèse, et j'arrête là parce que sinon je suis avocat, hein, donc, sinon ma thèse est qu'en réalité nous parlons d'un contrat de travail certes correspondant à 86% de la forme de salariat, enfin de ce que travailler veut dire aujourd'hui, mais ce salariat caractérisé par cette inscription dans une organisation verticale est en train de disparaître. Et donc le contrat de travail, je veux bien qu'il existe, car il ne s'agit pas d'ici de prôner la fin du salariat, mais il n'existe plus dans sa définition à l'ancienne. Et en fait, sous nos yeux, on est en train de se dire, tiens, mais qu'est-ce donc ? Voilà des gens qui travaillent ensemble, en réseau. Et la dernière preuve de cela, c'est que la création du CDI de projet, au-delà de ce que cela implique en termes de signifier qu'on veut toujours rechercher la protection sous l'aune bienfaitrice du CDI, hein, cette image comme étant la norme qui en fait est en train de disparaître sous nos yeux, eh bien le CDI de projet en fait traduit concrètement ce que vous disiez fort bien, c'est-à-dire que désormais les organisations impliquent de recourir à des personnes ou des fonctions temporaires, le temps de cette fameuse mission, et le tout bien aplati, bien horizontal, et pourquoi pas bien nomade. Et là je reprends la main.
J'ai respiré. Parce que je suis journaliste de radio. Et que là, vous dites des choses, vous dites beaucoup de choses, et vous allez un peu vite pour moi. Alors, mais je vais vous récapituler le truc. Nous avons Albert Mège, qui arrive avec ses grandes moustaches, qui vous fait un truc, etc. Et numérique, les nouvelles organisations. On est dans le 21e siècle. Emmanuel Barbara, qui rebondit derrière en vous expliquant il a tout compris, maintenant, bim, bam, boum, ça va tout changer, etc. Et puis vous êtes dans la salle, vous dites bon sang de bois. Moi, j'ai mon entreprise de transport routier. Est-ce que vraiment le lien de subordination, etc. Moi, j'ai toujours mon conducteur qui est là. Je lui dis il faut que tu ailles livrer à Bordeaux la semaine prochaine. Mais heureusement, nous avons Raphaël Franklin. Oui, voilà. Et Raphaël Franklin. Elle n'est pas avocate, alors ça va le faire. Et Raphaël Franklin, elle va nous remettre au bon niveau. Parce que. Les pieds dans la glaise. Non, mais c'est super. Parce que là, effectivement, on voit loin, on discute déjà du coup d'après. Oui. Les organisations aujourd'hui, comment vous voyez l'évolution des métiers aujourd'hui pour les entreprises qui nous concernent? Bien. Bonjour. D'abord, effectivement, aujourd'hui, tout est structuré autour d'une branche, d'une entreprise. Parce qu'il voilà, c'est aujourd'hui, d'une branche, transport routier, d'une entreprise, et derrière, sur une économie qui se joue au national, déjà au local, au national et au-delà, dans certains cas encore. Donc cette structuration, elle est quand même assez mise à mal. Elle est sans doute un autre temps, sauf qu'elle est encore là. Donc on doit faire avec, et avec par rapport à la partie compétences, parce que moi ce que je trouve intéressant des deux propos des deux personnes de la table ronde, c'est qu'en fin de compte on voit bien que l'humain a une place absolument centrale, qu'il soit dans l'entreprise, ailleurs, avec un statut quel qu'il soit, et ça sera donc ces compétences qui vont être cruciales pour demain rebondir dans sa vie professionnelle. Alors bon, évidemment, moi ça me parle ça. Donc, ce qui est important dans la branche, parce que c'est une structuration certes ancienne, mais qui structure des choses fortes, c'est qu'ont été créées des formations réglementées sur des publics de bas niveau de qualification. Parce que, attention, sur ces grands modèles, on est à 70% sur des publics ouvriers, de niveau de qualification faible. Et donc, là aussi, c'est un constat de réalité. Que va-t-on faire? D'autant qu'on entendait la table d'avant, des véhicules autonomes. On parle toujours des mêmes personnes. Dans 5, 10 ans, on n'y croit pas, ça viendra. Ça viendra peut-être plus vite qu'on le croit. Et les contingents de conducteurs qui n'auront plus à conduire, qui n'auront plus un volant entre les mains, qu'est-ce qu'on en fera? Donc c'est une question cruciale qu'il est quand même important, à mon avis, de débattre en branche, parce que là, c'est tellement violent qu'il faut peut-être une sorte de supra au-dessous de nous-mêmes, enfin une sorte de couverture globale au-dessus de nous, entreprise, chef d'entreprise ou bon, alors, modeste OPCA, pour poser ce genre de constat et se dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour, certes, on travaille l'économie quand on est en branche et en entreprise, mais on a aussi un rôle social. Limite sociétale. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a déjà fait, mais qu'il faut peut-être qu'on casse ou qu'on réinvente? Et des choses ont été faites en transport, et moi je les trouve intéressantes, c'est des formations réglementées. Alors les formations réglementées, je suis la première à les critiquer en général. Pour autant, elles existent, elles ont créé une cadence à la formation de ces publics de relativement moyen niveau de qualification. Tous les 5 ans, ils y repassent 5 jours. Ils s'y font chier, on est tous très conscients. Sauf que c'est à nous, aujourd'hui peut-être, de se dire réinventons ces 5 jours pour qu'ils soient plus utiles demain, pour qu'ils aient une pertinence qui fera que demain, ces hommes, ces femmes, beaucoup ces hommes, ils puissent rebondir dans un ailleurs, peut-être pas en salariat, mais c'est peut-être pas le sujet, mais en tout cas en termes de compétences. Donc, disons, on a l'existence de ce parcours, de ces 5 jours. C'est peu, c'est beaucoup. En tout cas, ça existe. Ça existe, c'est inscrit maintenant dans une sorte de routine. Ce qu'il faut, c'est la casser, cette routine, parce que finalement, ils y vont à ces formations, ils s'y ennuient, ils n'ont pas le sentiment d'apprendre quelque chose, et on est en fin de compte dans un cercle totalement vicieux, où des publics qu'on a besoin de donner un horizon, et qui en a besoin de donner un horizon, s'enferment dans une formation qui date finalement maintenant, parfois pour la 4e fois ils la font, elle est rigoureusement la mène depuis 4 fois, c'est des gens, ils ont quitté l'école avec un grand bonheur et on les retourne tous les 5 ans à l'école. Donc voilà, on a créé quelque chose, c'était exceptionnel, enfin, c'était une très bonne idée il y a 20 ans. Il faut maintenant réfléchir à se dire, comme on a le droit, finalement, on a finalement un gouvernement qui a envie de casser des choses.
est-ce qu'on n'aurait peut-être pas intérêt à se dire allons-y, on a cette séquence qui existe, faisons-en quelque chose de plus pertinent pour un demain, avec plus de digital, avec plus d'orientation client, parce que ça, c'est sans doute effectivement aussi quelque chose qu'il faudrait qu'on envisage, et avec du savoir-être aussi, parce que quand on entend les entreprises, quand elles sont en phase de recrutement, elles pâtissent visiblement de difficultés sur, non pas des compétences techniques, les gens, ils arriveront à conduire, à manipuler, mais c'est sur des savoir-être où on aurait peut-être à créer des parcours de formation. Et je pense que là, la branche est vraiment le bon lieu, même si c'est un truc d'avant, pour permettre effectivement d'amener une réponse homogène, et quitte à ce que chacun le développe plus différemment, orienté vers des cibles clients qui est plus spécifique à son marché, à son territoire. Mais cet encadrement qui nous est possible grâce encore à des logiques de branche, je les trouve fondamentales aujourd'hui, et fondamentales d'autant plus aujourd'hui que les choses bougent très vite, bougent plus vite qu'on ne le croit, je le pense, et qu'il faut là-dessus qu'on en profite pour amener de nouveaux formats de formation à l'essentiel de nos collaborateurs. Et j'en finis, parce que finalement, je disais que je n'étais pas avocate, mais je parle longtemps. Parce que je suis une convaincue sur la compétence, c'est qu'on parle trop souvent des conducteurs. Et je vais m'en arrêter là. On a eu des castes sociales dans ce métier, sur des grosses boîtes. Ça, certes, des très grosses boîtes, mais il y a aussi des petites qui ont souffert. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Et moi, je l'ai vu à l'OPCA. C'est qu'on avait des contingents d'illettrés. Parce que c'est bien beau de parler anglais, mais ils ne savent même pas écrire le français, parfois. On a eu, sur certains plans sociaux, du 20% d'illettrisme. Je ne parle pas de gens je ne parle pas de Germinal. C'était des gens, ils ont été licenciés il y a 4-5 ans. Donc on a aussi à avoir des réflexions sur ces savoirs fondamentaux, parce que nos publics ont parfois, je pense beaucoup à des gens de back-office, ou des agents de quai, qui n'ont pas suffisamment été accompagnés sans doute dans leur vie à l'éducation nationale, et après au-delà. Donc on a des publics qui méritent effectivement un accompagnement peut-être un peu particulier, mais il y a une typologie qu'il faut aussi entendre et prendre dans sa complétude, et pas uniquement le conducteur. Alors c'est intéressant. Emmanuel Barbara, on entend Raphaël Franklin qui nous dit finalement peu ou prou, notre secteur est en train de changer, et les relations sociales, la place des salariés dans l'entreprise, tout ça va bouger, on a besoin de formation, etc. Vous, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas une spécialiste à proprement parler du secteur routier. Vous êtes une grande avocate de droit du travail. Finalement, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire face au changement ? Vous avez des conseils à leur donner, parce que vous en voyez beaucoup de secteurs d'activité qui ont parfois changé peut-être avant celui-là. Oui, enfin, c'est une question, vous avez raison de faire valoir que, dans le fond, la branche est le lieu qui connaît le mieux l'écosystème et le mieux les sujets, enfin les personnes, etc. Donc, à l'évidence, cela paraît assez pertinent en soi. Simplement, je ne peux m'empêcher de penser que, quel que soit le secteur auquel j'ai affaire, et lorsque l'on évoque cette question crucialissime de la formation professionnelle, qui est en même temps le concept le plus rongé jusqu'à l'os que l'on puisse imaginer, puisque depuis que je travaille dans mon secteur, enfin dans mon métier, on parle de formation professionnelle matin, midi et soir. Donc ça fait vraiment un moment, hélas, pour moi, et que fondamentalement, parallèlement et paradoxalement, dans ma vie professionnelle d'avocat, que ce soit au contentieux ou en conseil, j'ai eu peut-être, dans toute ma vie professionnelle, 2 questions ou 3 qui se rapportent à un problème de formation professionnelle. Un problème ou une question. Ce qui veut donc dire que c'est une question non vivante, car tout ce qui est vivant donne lieu, à un moment donné, à un passage chez l'avocat. C'est totalement statistique. Si j'ai pas de sujet, donc il n'y a pas de problème. Ce qui veut donc dire que c'est un sujet qui est à la fois galvaudé dans le verbatim et dans les lieux communs de choses justes et bien. Et d'un autre côté, on l'a finalement fort peu appliqué jusqu'à présent. Or, aujourd'hui, à mon sens, c'est le dernier... c'est pas le dernier, mais enfin, en tout cas, c'est une croisée des chemins absolument fondamentale, car c'est le seul fuel, enfin, c'est le seul carburant, pour rester dans les purs, qui justifie que les entreprises puissent, d'un autre côté, être flexibles, s'adapter à la concurrence internationale, etc., ou la concurrence locale. Je veux dire par là, faire face aux défis de précarité qui les assaillent. Par conséquent, c'est une évidence que c'est très bien de flexibiliser, etc. Mais la contrepartie, c'est que les individus puissent faire face eux-mêmes à leur propre sujet. Et donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que, point numéro 1,
C'est vrai qu'à la fois la branche est le bon lieu, mais en même temps j'ai envie de critiquer ça, parce que ça fait des siècles qu'on dit ça. Enfin, ça fait depuis que la branche existe que l'on dit que c'est le bon lieu. C'est le bon lieu pour autant que la carrière d'un individu s'effectue dans le même secteur toute sa vie. Or, je viens de dire tout à l'heure de manière incidente que le sujet était l'horizontalisation et la mobilité, enfin je veux dire le fait de bouger, de faire face à des trajectoires professionnelles fractionnées, ça veut donc dire qu'a priori, je pourrais peut-être passer d'un secteur A vers un secteur B, voire un C, etc. On dit que désormais, on passera, je sais pas, 3, 4, 10 fois changement de métier, enfin des changements de métier, ça veut donc dire que par hypothèse, statistiquement, je serai moins longtemps nécessairement dans la même branche. Ce qui veut donc dire que l'analyse en silo me paraît intéressante, mais peut-être pas suffisante pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui. Deuxième réflexion, dans le fond, on se dit, vous avez raison de parler de publics plus difficiles comment dirais-je, à manœuvrer, notamment à l'égard de ce que l'école veut dire pour eux, que tous ceux qui sont tamponnés de plein de diplômes, comme on aime tellement en France. Eh bien, c'est précisément à l'aune de ces populations-là qu'il est intéressant peut-être de jouer aussi notre partition, notamment celle qui consiste à dire « Et toi, t'aimerais faire quoi, dans le fond ?» Je veux dire, si on disait que ton boulot risque de plus exister, ou s'il fallait qu'on s'adapte, etc. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que dans le fond, on ne pose jamais la question aux gens. J'ai toujours remarqué que c'était très top-down, cette affaire de formation professionnelle. On a un plan de formation magnifique selon la taille de l'entreprise, on fait face, etc. De temps en temps, on vous explique qu'il est temps d'aller apprendre l'anglais. Bon, très bien. Mais dans le fond, on ne demande pas aux personnes. On le demande rarement. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'on a bâti tout notre système sur ce qui est devenu aujourd'hui une illusion, c'est-à-dire le contrat de travail à durée éternelle. Je veux parler du CDI, c'est-à-dire il est entendu comme éternel. Donc la formation professionnelle, c'était bien, enfin c'était mieux. Mais fondamentalement, il n'y avait pas un enjeu majeur. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de CDI éternel que de beurre en manche. Il y a des contrats à durée indéterminée au sens propre du terme. C'est-à-dire ça peut durer ou pas. Et dans le ou pas, c'est qu'est-ce que je fais après. Donc, moi, ma thèse à ce stade, c'est de dire, dans le fond, l'employeur a comme mission de rendre la personne qui passe par ses mailles, enfin par son activité, plus forte avant qu'après. Quel que soit le sujet dont on parle. Dans le fond, il était conducteur, peut-être qu'en sortant de là, il s'est découvert des compétences où on l'a aidé à en acquérir en matière d'accueil de public, parce qu'il a la tchatch, c'est un type qui est marrant, qui a de l'humour. Donc c'est tout le sujet d'ailleurs, on a une compétition avec les machines, donc tant qu'à faire, autant développer ce qu'on sait faire d'humain pour ces personnes. Alors, je vous arrête un instant, parce que Raphaël Franklin, finalement, Manuel Barbara ne vous a pas posé la question, parce qu'elle est très bien élevée, mais moi je vais vous la poser. Est-ce que vous formez des salariés du secteur à d'autres choses que ce qu'il y a dans le secteur? Donc, le secteur peut former à d'autres choses que le secteur. Bon, voilà, c'est des logiques parfois, un peu de transversalité. Enfin, il faut être honnête, faible. Aujourd'hui, c'est très faible. Parce que quand on est dans le secteur, on veut y rester d'une manière générale? Quand on est dans le secteur, on est plutôt effectivement à s'imaginer rester dans le secteur, même si la mobilité interne dans le secteur est faible. Parce que conducteur un jour, conducteur longtemps. Mais bon, on peut avoir un plus beau camion, c'est vrai. Mais voilà, donc effectivement, on ne constate par les observations qu'on fait sur le secteur peu de mobilité extra-sectorielle. Il y en a quelques-unes, et dans ce cas, nous, on aide effectivement à trouver des voies et moyens et des financements pour aider quelques passerelles de sortie vers d'autres secteurs. Il y a aussi des réflexions de secteur à secteur avec des connexités dans ces secteurs à travailler des compétences transverses. Ça, à mon avis, c'est des vrais sujets pour demain. C'est travailler des compétences transverses. Je suis livreur, mais là, est-ce que je peux être livreur ailleurs est-ce que je peux l'être légèrement ailleurs? Je m'occupe effectivement de l'accueil. Est-ce que je peux le faire ailleurs? On travaille, en fin de compte, ces compétences qui sont plus transversales, moins techniques, peuvent servir d'autres métiers, d'autres horizons. C'est un peu la philosophie de ce qu'on entend pouvoir arriver d'une réforme de la formation, où on entend l'homme, l'individu,
beaucoup plus acteur de son parcours, beaucoup plus en capacité, et même presque en devoir, en responsabilité de se projeter dans un parcours de formation pour maintenir ses compétences. Il y a une inversion. Avant, effectivement, c'était le cadre de l'entreprise qui, en responsabilité, devait garantir les compétences et l'adaptation aux compétences. Là, on partirait sur une inversion, l'individu devant, en responsabilité, prendre en main son destin et son patron de pèlerin aussi parfois pour faire un parcours de formation lui permettant de garder l'emploi dans lequel il est aujourd'hui, si sa vocation, si c'est ce qu'il souhaite et si ça a du sens, soit aller voir ailleurs si c'est mieux demain d'être plus sur du digital ou plus sur les marchés à vendre des carottes. Alors, je vois que au premier rang, il y a Jean-Marc Rivera qui piaffe. C'est le secrétaire national, hein, et il est plus national que secrétaire. Hein, donc, qu'est-ce que vous vouliez dire? Mais si vous avez parlé, allez-y. 1, 2. Bah, voyez. Non, simplement un commentaire d'ordre. On a entendu différentes interventions avec des approches très différentes et au demeurant très intéressantes. Néanmoins, sur toutes les évolutions des métiers, et on a pu le voir sur le thème du congrès, le transport et l'innovation, on a pu démontrer, et cette profession démontre depuis des années, qu'elle sait innover et qu'elle sait s'adapter. On a évoqué des évolutions, les véhicules autonomes, donc il y aura certainement des évolutions sur l'approche de la conduite, des évolutions dans le métier. Le conducteur ne sera peut-être plus tout à fait conducteur, fera autre chose. Et je reste tout à fait persuadé que cette profession saura s'adapter comme elle l'a su faire depuis des années. Néanmoins, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été invoqués, et je reprendrai l'intervention de M. May, c'était plutôt très intéressant, sur la partie du numérique. Le numérique, il est effectivement incontournable, sauf que le numérique, on y met tout et rien, et beaucoup de choses derrière. Il y a certainement du numérique qui est tout à fait acceptable. On a des exemples. Alors, on a par exemple la dématérialisation des lettres de voiture. C'est des éléments sur lesquels on regarde ces choses-là avec bienveillance. Et vous avez parlé ensuite des plateformes. Et sur les plateformes, il y a deux approches. Et deux approches qui m'interpellent. Est-ce que ce modèle de plateforme, et vous avez tendance à nous démontrer ou à vouloir nous dire que c'est incontournable et puis que de toute façon, on va aller vers ces plateformes, on va aller vers ce modèle-là et que de toute façon, on n'y peut rien. Alors, je vais prendre deux exemples. Vous avez cité Uber, de toute façon maintenant, à partir du moment où on parle de plateforme Uber, c'est devenu une idée plus que... Enfin, le modèle Uber, qui a tellement fait payer aussi, nous a amené à faire un constat. Le constat, c'est ni plus ni moins que de venir, et vous l'avez très bien évoqué, madame, créer de l'emploi différent, c'est du travail auto-entrepreneur, c'est des gens indépendants, et c'est plus un modèle salarié. Et on a rapidement vu dans le transport de personnes qu'il y a eu d'un seul coup un choc entre deux mondes, ceux qui aujourd'hui avaient une activité avec des salariés, et puis ceux qui se développaient sur l'aspect entrepreneuriat avec tous les problèmes que ça a pu engendrer entre ces deux mondes. Mais pour en arriver à quel constat? Que ceux qui étaient partis sur ce nouveau modèle, et je vise notamment ces conducteurs, sont en train aujourd'hui d'exprimer un fort mécontentement. Un vrai modèle qui est en train d'être décrié dans certains pays, d'ailleurs Uber est interdit, qui a même nécessité dans ce pays de prendre une réglementation très forte. Donc ce modèle-là, il n'est peut-être pas si génial que ça, et est-ce qu'on le veut encore plus demain? Et dans le transport routier, on commence à avoir ce modèle-là qui nous est proposé, il suffit de regarder dans la distribution urbaine, beaucoup parlé de la livraison de la nourriture, le vélo, on en parlait ce matin, c'est exactement le même modèle-là. Est-ce qu'on en veut encore demain et est-ce qu'il est possible de dire ce modèle-là, finalement, il n'est pas bon, il est pourri, excusez-moi de l'expression, et on peut faire autre chose du numérique. Deuxième exemple extrêmement intéressant, vous avez cité Booking. Alors Booking, c'est magnifique parce qu'on s'en est servi sur une autre question purement transport. Au bout du compte, la démonstration que vous faites, c'est on a vendu du rêve aux hôteliers, par une approche en disant il vous reste quelques chambres vous n'arrivez pas à les louer, ceux-là, on va les louer à votre place. Donc finalement, les hôteliers sont allés là-dedans. Et puis deuxième fusée de l'étage qu'ils n'ont pas vu arriver, finalement, ça a été la captation du marché. Et au bout du compte, les hôteliers sont les dindons de la farce et finalement ne maîtrisent absolument plus rien. La plateforme est devenue incontournable. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le transport avec un certain nombre de plateformes. Alors moi, je peux les citer sans aucun problème parce que de toute façon, on communique fortement là-dessus, sur ce modèle-là. C'est les Convargo, c'est les Chronotruck qui nous vendent le même modèle de numérisation et notamment avec des approches très dangereuses sur la captation des données data des entreprises, c'est la géolocalisation et qui sont en train de dire aux entreprises, vous inquiétez pas, on va vous remplir vos camions à des prix qu'on maîtrise parce que de toute façon, vous n'avez même plus à parler des prix, c'est nous qui allons les fixer, ces prix-là. Mais est-ce que ce modèle-là, aujourd'hui,
il est acceptable. Finalement, on fait le constat que dans l'hôtellerie, ça a amené un échec, ça a amené les hôteliers à finalement être totalement dépendants. Et là, vous êtes en train de nous dire que c'est incontournable et qu'il faudrait qu'on accepte ce même modèle-là dans le transport. Je pense qu'il y a moyen de faire autrement. En tout cas, nous, on ne sait pas si on va y arriver. Bon, en tout cas, on le dit très clairement depuis un certain temps à nos transporteurs et à qui veut bien nous écouter, n'allez pas sur ces plateformes-là parce qu'il y a un danger, et vous l'avez très bien expliqué, niveau 1 de la fusée et le niveau 2 derrière. Si on laisse se développer ce modèle-là, demain, vous perdrez totalement la maîtrise de l'organisation de votre travail. Vous allez vous faire capter vos propres clients. Donc la question, c'est est-ce que ce modèle-là, aujourd'hui, il est immuable, il est incontournable? Nous, on pense que non. Enfin, ça serait quand même dramatique qu'on puisse faire des constats qu'on ait un modèle pourri et que finalement, il n'y a rien à faire, qu'on va le laisser gentiment se développer. Eh ben, je vais vous dire un truc. Je m'y connais en matière de questions, mais celle-là, c'est de la question. Albert Mège. Alors, j'ai oublié mon stylo pour prendre des notes au fur et à mesure. Il y a plein de choses sur lesquelles je voulais rebondir. Alors, je vais essayer de me les remémorer. Alors, déjà, pour la petite histoire, Uber, pour amorcer la pompe, ont procédé exactement de la même manière que Booking. C'est-à-dire, ils sont allés voir les compagnies qui proposaient des voitures avec chauffeur, leur disant bah, « Tiens, on constate que vous êtes très occupés entre 18h et 2h du matin, et en revanche, vous avez des creux dans la journée. » Enfin, je ne sais pas quel était ce que c'était exactement, mais en tout cas, la promesse, c'était « Je vais vous permettre de remplir les creux ». Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à amorcer la pompe. Parce que sur ce type de plateforme, il y a toujours la question de... Enfin, il y a une question de poulet d'œuf et d'amorçage de la pompe. Ensuite, sur la question, est-ce que c'est inévitable ? Je pense que oui. Je pense qu'effectivement, c'est inévitable. On peut parler de... je pense qu'il y a un tsunami qui est en route et que ce tsunami, on pourra faire tout ce qu'on veut en disant on va interdire Uber, mais si ce n'est pas Uber, ce sera quelqu'un d'autre. Ça arrivera. Et de la même manière qu'il n'y a plus de maréchal Ferrand, qu'il y a plus, enfin, il y a des professions qui ont disparu ou qui sont quasiment éteintes, et ben, d'autres professions disparaîtront. Après, je pense qu'il faut quand même voir ça comme une opportunité, parce que si on regarde l'ensemble des révolutions industrielles, globalement, ça a été, alors même si au moment où ça s'est passé, il y a eu des pots cassés, il y a des gens qui ont souffert, bien sûr, globalement, ça a tiré plutôt les choses vers le haut. Après, il y a quand même, je vais tempérer un petit peu ce que je dis, il y a une différence majeure entre, par exemple, la première révolution industrielle qui a pris un siècle et celle qu'on est en train de vivre maintenant qui va beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc là, on retombe sur la question de la formation. C'est comment on forme les gens, comment est-ce qu'on leur permet de continuer à avoir un travail dans lequel ils peuvent s'épanouir. Donc ça, c'est un deuxième élément de réflexion. Il y en avait un troisième sur... je voulais rebondir tout à l'heure sur la notion de tâcheron qui a été évoquée. Je pense que d'une certaine manière, il y a beaucoup de professions dans lesquelles beaucoup de personnes sont déjà des robots. Je donnais une conférence il y a quelques semaines pour l'Ordre des experts comptables. Parlez bien dans le micro. On ne m'entend pas suffisamment. L'Ordre des experts comptables. Et donc, comme vous le savez, il y a plein de tâches dans les métiers de comptable qui sont aujourd'hui, enfin, la tâche qui peut être fortement automatisée. La saisie des notes de frais, etc., peut être automatisée. Et donc, la question se pose, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui des gens qui saisissent à la main les notes de frais ? Ben moi, je pense que les technologies, en particulier les technologies numériques, vont permettre de nous affranchir de toutes ces tâches automatisables qui font de nous des robots, de manière à ce qu'on puisse se réaliser encore plus en tant qu'être humain. Et on retombe sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la valeur travail, etc. Mais quelle place pour ceux qui n'ont pas de formation ? Si j'avais la réponse, je serais à la place d'Emmanuel Macron, mais moi, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut effectivement accompagner ces transformations, lutter, essayer d'arrêter un tsunami avec des sacs de sable, c'est vain. On va l'arrêter un petit moment, mais à un moment donné, ça va passer par-dessus la digue. Donc, il faut accompagner, il faut former. Je n'ai pas malheureusement la recette miracle. Emmanuel Barbara. Sur les plateformes, je lisais un rapport du Conseil d'État, donc c'est chic, de juillet 2017. Vous êtes bonne lecture. Oui, mais
Oui, il faut le faire. Mais enfin, en tout cas, ça montre que c'est donc une analyse fine, au tamis très fin, j'allais dire, de cette incroyable vague qui submerge notre organisation sociale, sociétale et économique au travers, dans le fond, de la plateformisation. Et il s'interrogeait, le Conseil d'État, sur le caractère plus ou moins irréversible de la chose. Et ils ont souligné, j'ai lu ça au gré des pages de mémoire, que les revenus en 6 ans, les revenus procurés, des revenus procurés pour les personnes physiques, avaient été multipliés par 10 en 6 ans, et que les revenus en termes de consommation atteignaient déjà 3,5 milliards d'euros et qu'on attendait le triplement dans les 2 années qui viennent. Donc il semblerait que ce soit parti pour être vraiment une sorte de, sinon de norme, mais à tout le moins de mouvement irrépressible. Alors maintenant, les questions que vous posez sont absolument majeures. Ce n'est pas parce qu'il y a un phénomène qu'il faut dire, bon, bah, très bien, tant pis, on abandonne et on lâche le bateau. Vous avez évoqué d'abord le caractère pourri de la mécanique parce que susceptible précisément de créer vis-à-vis des personnes des risques en matière de santé, s'agissant de la sécurité, et des risques tout simplement d'accès au modèle social. Et c'est en vérité tout l'enjeu de notre époque. Et je crois volontiers qu'au XXe siècle, on avait trouvé le système qui était à la fois un expédient et très efficace. C'est que le siège des protections sociales et de manière plus générale de la considération sociale qui allait avec la capacité de l'individu de faire des projets dans sa vie, c'est-à-dire l'accès au logement et l'accès au crédit, était tout entier logé dans le fameux CDI. Lieu de financement magnifique, la sécurité sociale il y a 70 ans, tout ça a permis à la fois de financer un mécanisme extrêmement efficace pourvu que tout le monde fût, comment dirais-je, employé sous cette forme. Et c'est avec les années, l'histoire des 30 dernières années, c'est l'effritement de cette image et donc le surgissement de ce qu'on a appelé les contrats atypiques. Donc avant de parler de l'auto-entrepreneur, la kyrielle de CDD, etc., qui constitue aujourd'hui 80% des embauches, et notamment 80% des embauches parmi les 80% de moins d'un mois. Donc cette situation rebat les cartes fondamentalement et nous pose une équation extrêmement complexe. C'est comment faire en sorte de redéployer les éléments du modèle social au profit de personnes qui n'ont pas la casquette dite du titulaire du CDI. Et donc c'est l'enjeu probablement au travers à la fois d'abord de la loi El Khomri qui a déjà venu indiquer que les fameuses plateformes devaient s'organiser pour s'acquitter d'une cotisation au titre de l'accident du travail, de la prévoyance et la reconnaissance d'une sorte de droit de grève et du droit de s'associer sous forme peut-être de syndicat. C'est la première étape, et cette première étape a ceci de particulier qu'elle copie un peu, c'est un peu l'ersatz du CDI appliqué aux plateformes. Il est probable que si l'on faisait preuve de grande innovation dans ce domaine, et c'est une réflexion extrêmement complexe puisqu'il y a plein de paramètres, en ce compris ceux du financement, qui consistent à dire, dans le fond, pour que la personne puisse être à la maîtrise de sa carrière, puisse avoir des idées, puisse empiler des statuts, éventuellement être à la fois auto-entrepreneur et salarié, ce qui s'appelle le slasher en français, eh bien, ces gens-là doivent pouvoir accéder donc aux attributs de notre modèle social, donc comment on le finance, et deuxièmement, laisser accéder ces personnes, notamment au logement et au crédit, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc ça pose un problème de fracture dans la société éminemment important. Et il faudra résoudre l'équation pour que ce soit redéployé au profit de ces personnes-là. Ça, c'est pour, j'allais dire, le statut des personnes. S'agissant de l'organisation des plateformes, les plateformes, en fait, sont aussi un moyen de faire accéder des personnes qui n'ont aucun diplôme, et Dieu sait qu'en France c'est important encore une fois, enfin je veux dire c'est important, c'est hélas une caractéristique qui fait qu'on n'a pas beaucoup de chance dans la vie. On est un pays de caste, et on aime les diplômes. Et l'habit fait le moine. Et quand l'habit fait le moine, on a un vrai sujet, c'est que si vous n'avez pas le tampon, eh bien, force est de constater que dans une certaine partie, enfin, pour certaines de ces plateformes dites collaboratives au travers que ce soit du crowdsourcing, toujours en français. Vous avez remarqué d'ailleurs que le XXIe siècle est encalminé dans des mots anglais. Je rappelle que oui, attendez, vous êtes vachement responsable. Non, moi pas du tout. Je passe ma vie à essayer de trouver des mots en français. Start-up, management, leadership, slasher, empowerment, capability, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. C'est parce qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts et parce qu'on estime que c'est plus chic si c'est en anglais. Exactement. Voilà. Mais du coup, ça veut dire aussi que c'est très intéressant, que notre champ sémantique n'a pas ces mots-là. Et donc n'a pas la place pour ces organisations-là, puisque ça sort de notre... Peu importe. En tout cas, le crowdsourcing, par exemple,
Il y a des tas d'activités dans lesquelles il n'y a pas besoin de beaucoup de compétences pour pouvoir faire et être rétribué à ce sujet. Et dernier point, à cause ou grâce aux plateformes, on assiste petit à petit à quelque chose de très nouveau dans nos sociétés. C'est une distorsion entre les sources de revenus et ce qu'on appelle travail. C'est-à-dire qu'on peut en effet travailler énormément, mais gratuitement. Confère Wikipédia, celui qui s'occupe pendant nuit et jour d'évoquer les 2 années de 1804 à 1806 en Mongolie extérieure, c'est quand même un boulot pour moi. Enfin, je veux dire, ça s'appelle du travail, quoi. Simplement, il n'est pas beaucoup payé pour ça. Et pourtant, c'est utile, puisque ce faisant, on a droit à accès à la formation tout à fait intéressante. Donc, il y a ces activités où on travaille, mais on ne s'est pas reconnu comme tel, c'est du loisir. Et puis, il y a les activités qui créent du revenu, mais ce n'est pas vraiment du travail. Exemple, Blablacar. Blablacar, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, que c'est un partage de l'essence, etc. Mais enfin, il n'empêche que le ressenti du conducteur qui est producteur de service, mais qui peut être aussi consommateur de service le jour d'après, reçoit du cash. Donc, d'une certaine façon, il se met dans une situation, j'allais dire, de travail, tant et si bien qu'il est noté, je vous rappelle. Donc, c'est quand même, il y a une sorte de conscience professionnelle qui en résulte. Enfin, voilà. Donc, on est en train d'assister à un truc qui fait qu'on ne retrouve plus nos petits dans cette affaire. Qui fait quoi, etc. Et c'est pourtant là qu'il faudra néanmoins trouver des solutions expédientes de manière à ce qu'on ne renvoie pas à l'inutilité des tas de gens, pendant que d'autres travaillent ou font des choses utiles à la société, sans qu'elles ne soient reconnues comme du travail. Donc probablement un compte personnel de protection serait le bienvenu pour essayer de mettre un peu d'huile dans le système. Alors, la présidente de l'OTRE s'est saisie du micro. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à une présidente? Moi, je ne peux que lui passer la parole en disant que vous allez devoir ensuite conclure. Oui, oui. Parce que là, malheureusement... Bon, en fait, je vous remercie vraiment des éclairages que vous avez apportés sur ce sujet. Il faut savoir que le métier de transporteur, c'est avant tout un métier humain. Il faut plus d'un conducteur par véhicule pour tenir compte des périodes de congé, des récupérations... voilà, donc plus d'un conducteur. On est un métier, comme l'a dit Raphaël, d'ouvrier. On emploie pratiquement 80% d'ouvriers. Il y a peu de secteurs en France qui continuent à employer des ouvriers. L'emploi ouvrier, ça permet à des gens qui n'ont pas eu la chance de faire des études ou d'y réussir, ou d'avoir le bon habit, d'avoir un métier et de trouver du travail. Nous, par ailleurs, on est un métier qui rend service. C'est ce qu'on a dit ce matin, c'est ce que j'ai dit dans mon discours ce matin à la ministre. On est au centre des mobilités et sans nous, tous les mécanismes que vous avez décrits, ils n'existent pas. Parce qu'il faut continuer malgré tout à manger, à se vêtir, à transporter ses meubles, à transporter un certain nombre de choses. Et donc, il y a des acteurs obligatoires. Je voudrais revenir sur le Uber. Uber, mine de rien, c'est quand même un système où il y a toujours des voitures conduites par des hommes. Oui, jusqu'à ce qu'ils les rendent autonomes, mais bon, on verra... on en a beaucoup parlé, là. Nous relancez pas là-dessus, parce qu'on a fait 3 tables rondes dessus, pratiquement. Mais c'est vrai que le problème, c'est dans tout ça, pour moi, il y a 2 sujets. C'est l'humain, que devient l'homme, et la femme, bien évidemment. Comment gagne-t-on notre vie ? A-t-on un statut protégé ou non protégé ? Jusqu'à présent, en tant que chef d'entreprise, j'avais une grande responsabilité vis-à-vis de la protection de mes salariés, qui va du moment où ils quittent leur domicile jusqu'au moment où ils y reviennent, ce qui fait pas mal d'heures dans la journée quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la protection ? Puis après, il y a un deuxième terme que vous avez employé, qui est celui du cash. Le problème, c'est que toute l'économie que vous décrivez, c'est une économie du cash. C'est une économie qui n'est pas taxée, qui n'est pas chargée, qui ne prévoit pas la protection des salariés et des hommes et des femmes en général, et qui ne prévoit pas leur avenir, leur vieillissement, le cas de la maladie, même le cas de la naissance, de la venue à la vie, qui est prévu par la protection sociale. Donc, moi, je veux bien que ce soit extrêmement révolutionnaire. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement traditionnaliste. J'aime bien regarder ce qui se passe. Mais je crois quand même qu'on a un sujet, c'est celui de la place de l'être humain au milieu de tout ça. Tous les gens qui sont derrière l'économie numérique ne produisent pas de travail pour des humains. Ils produisent du cash pour eux-mêmes. Voilà.
et du cash que, éventuellement, ils arrivent à abriter derrière des paradis fiscaux quand même. Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît qu'un débat a été bon ? C'est qu'on en sort extrêmement frustré. Et là, je vais vous dire que ça va être le cas, parce que vous venez d'ouvrir un nombre de portes extrêmement nombreuses, mais malheureusement, l'heure c'est l'heure, parce qu'ils ont des avions, des trains, des camions à prendre, et on ne peut pas, comme ça, avoir des tables rondes extensives. Mais nous avons quand même ici Raphaël Franklin. Vous avez entendu les 8 questions que vient de poser la présidente. Vous avez 30 secondes pour y répondre et nous faire une conclusion qui va nous ramasser tout ça. Monsieur Archambault, vous êtes là encore pour la conclusion avec moi? Non, bon. Donc, je vais essayer de faire la conclusion parce que c'était quand même très ambitieux. Effectivement, je pense qu'il faut être absolument conscient que le monde change très vite, change à un rythme qu'on n'a jamais connu, et que derrière, effectivement, sur des métiers traditionnels de main-d'œuvre, se pose la question cruciale de l'arrivée d'un peu plus de robots, d'un peu plus d'automatisme, et on n'en est pas sur des boîtes de vitesse qui passent du manuel à c'est très révolu. On est sur des choses beaucoup plus lourdes, et là sur la logistique c'est déjà très présent. Sur des entrepôts logistiques, on a des drones, on est déjà dans ces problèmes. Alors on ne le subit pas trop actuellement parce que c'est l'intérim qui prend là. C'est l'intérim qui prend, il y a moins d'intérim dans les entrepôts, donc voilà, c'est transparent, c'est pas notre secteur, c'est pas nos salariés, blablabla. Bla bla bla. Sauf que dans les faits, très vite après, ça sera le coup d'après, ça sera bien nos salariés, sous statut, CDI, CDD, CD en tout cas. Donc bon, je pense que la vague de fond, parce que le mot tsunami, il a été dit plusieurs fois, je pense qu'on va se la prendre et qu'on a une responsabilité effectivement à essayer de préparer le terrain, parce qu'avec ces 600 000 salariés qu'il y a dans la branche, si on n'a pas conscience que ça va venir très vite, et si ça ne vient pas par les transporteurs, ça viendra par d'autres, des disruptifs, de l'e-commerce. C'était sympa ce qu'elle disait, Pécresse, mais ce n'est pas vraiment les transporteurs qui sont en jeu là, c'est l'e-commerce sur Gonesse. L'e-commerce, ce n'est pas vos conventions collectives. Pour autant, ils font les mêmes métiers que nous. Donc, vous voyez, je pense qu'effectivement, le silo de la branche, il est un peu enfermant sur ce point-là, et qu'il va falloir ouvrir les écoutilles et vite. Réfléchir autrement, travailler filière, c'est une des volontés aussi, là, dans ce qu'on entend du côté de Madame Pénicaud, d'avoir des logiques plus macro, et pas Macron. Donc, effectivement, voilà, cette libéralisation, ce monde qui bouge et monte très vite, je pense que c'est inévitable ou pas, mais en tout cas, ça va nous transformer énormément de choses. La sous-traitance était là parce que je voudrais finir là-dessus. Ce statut d'indépendant, ce sous-homme presque là qui maintenant fait entre midi et 2 heures avant de reprendre son statut de salarié éventuellement, c'est finalement une surexploitation du sous-traitant. Mais le sous-traitant dans le monde de l'entreprise, dans le monde économique, on l'a toujours connu. C'est pas si récent. Les tâches à moindre valeur ajoutée, à un moment, maintenant ça fait 20-30 ans, on a réfléchi à l'externaliser, à la déporter chez quelqu'un d'autre, à faire faire à quelqu'un d'autre ce qui n'avait pas de valeur pour nous. Donc, vous voyez, il faut se dire qu'on a quand même déjà un mouvement qu'on ne méconnaît pas, dans lequel on est très, très ancré. Par contre, il va se développer, il va aller plus vite. Et là, il y a beaucoup d'humains qui va être en jeu. Et il y a une responsabilité ensemble à essayer de faire qu'on permette à ces hommes et ces femmes de se trouver un demain avec l'entreprise favorable. Ouvrir les écoutilles, disiez-vous, réfléchir autrement. Eh bien, c'est justement l'ambition de ce congrès de l'OTRE. Merci à vous trois, c'était vraiment passionnant. Applaudissements si vous le voulez bien.